Bonjour à tous. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement Philippe Walter de m'avoir invité à prendre la parole dans le cadre de ce séminaire. Je suis très heureuse et honorée de pouvoir vous présenter ici mes recherches sur la couleur de la poésie et la peinture victorienne. Alors aujourd'hui, mon approche croisée de textes littéraires, de tableaux et de l'histoire des sciences portera sur la perception souvent complexe que les poètes et les peintres appartenant à la mouvance dite esthétique pouvaient avoir des couleurs, et notamment des couleurs d'un passé fantasmé. Alors pour resituer très brièvement, l'esthétisme anglais, aestheticism en anglais, mouvement récemment remis à l'honneur grâce à deux expositions majeures au musée d'Orsay et à Jacques Marandré, est né dans les années 1860 autour, entre autres, du poète Algernon Charles Swinburne, que vous voyez ici, qui importa en Angleterre les théories de l'art pour l'art français. Cet auteur, à la réputation quelque peu sulfureuse, initia aux idées de Théophile Gautier de nombreux amis artistes et parfois aussi poètes comme Edward Burne-Jones, Dante Gabriel Rossetti ou William Morris. Alors certains de ces peintres étaient également les héritiers de la confrérie pré-raphaélite, dont ils partageaient certaines des aspirations esthétiques, notamment leur archaïsme d'avant-garde, pour reprendre une belle formule de Laurence Descartes. Alors cette posture nostalgique est en effet au cœur du projet esthétisant, qui se distingue cependant du pré-raphaélisme par son parti pris d'amoralité. L'art, aux yeux des esthètes, ne saurait en effet être qu'une fin en soi, libérée de toute injonction morale ou didactique. Ce qui prévaut avant tout, c'est l'expérience esthétique elle-même. L'étymologie du terme esthétisme, du grec aesthesis signifiant perception, que ces artistes ont souvent rappelé d'ailleurs, place les sens à l'origine du geste créateur. Alors ce primat du perceptif explique en partie l'importance de la couleur aux yeux de ces poètes et de ces peintres anglais de la seconde moitié du XIXe siècle. Oscar Wilde, qui s'inscrit également dans cette mouvance, n'hésitera d'ailleurs pas à affirmer qu'un sens de la couleur est plus important pour un artiste qu'un sens moral. Alors mon propos aujourd'hui explorera les multiples enjeux de cette perception chromatique dont je voudrais montrer qu'elle s'articule de manière tout à fait singulière à une esthétique de la réception. Autrement dit, qu'elle suppose un certain regard sur le passé. En effet, les couleurs que les esthètes convoquent dans leurs tableaux ou leurs poèmes semblent bien souvent les témoins d'une histoire et le reflet d'une évolution. D'où mon titre, Des couleurs passées, qui interroge à la fois cette posture nostalgique des esthètes et les multiples processus de coloration ou de décoloration qui se donnent à lire et ou à voir dans leurs œuvres tant poétiques que picturales. Alors en témoigne pour commencer ce quatuor de l'esthète Albert Moore, présenté il y a quelques mois à l'exposition Désir et volupté dans l'Angleterre victorienne au musée Jacques Marandré. Les tons pastels quelque peu passés y soulignent la transparence des drapés, tout autant que l'anachronisme diffus du sujet. En effet, ce tableau associe les arts de différentes époques, de la sculpture antique à la musique moderne, entremêlant également motifs grecs et japonisants. Si la composition à frise rappelle une partition alternant notes blanches et noires, les effets d'harmonie chromatique, qui jouent de subtiles nuances de blanc, de beige ou de rosé, participent aussi de cette ronde des arts auquel le tableau rend hommage. Alors si, comme l'a montré Michel Pastoureau, toute description, toute notation de couleurs est étroitement culturelle et pleinement idéologique, ces couleurs esthétisantes aux nuances infinies relèveraient donc d'une historicité délibérément confuse, comme pour signifier un besoin d'échapper à la noirceur de la modernité industrielle dans laquelle les Victoriens semblent alors s'abîmer. Aussi, entreprendrai-je, dans la première partie de cette présentation, de recontextualiser cette nostalgie de la couleur, en lien notamment avec les idées du penseur John Ruskin, qui fut l'un des pourfendeurs de la grisaille moderne. J'essaierai de montrer que le culte des couleurs du passé, parfois restauré de leur éclat originel, fut d'abord pour les esthètes l'étendard d'une forme de résistance. Alors, résistance tout d'abord à cette laideur industrielle que j'évoquais à l'instant, mais aussi à certaines conceptions monochromes du passé, qu'ils soient antiques ou médiévales. Alors, ces couleurs excessives et souvent dissidentes ne furent cependant pas au goût de tous, et c'est ce que je tenterai de montrer dans un second temps en analysant les multiples attaques formulées à l'encontre du chromatisme subversif des esthètes.
dont les prétendues défaillances perceptives furent même parfois interprétées par certains médecins et psychologues comme autant de symptômes de déviance morale et même sexuelle. Enfin, je tâcherai de nuancer quelque peu ces rapports conflictuels entre esthètes et scientifiques en interrogeant l'impact qu'eurent certaines innovations chromatiques, notamment l'invention des colorants d'aniline, comme la mauvéine, sur l'œuvre de ces artistes. Alors en effet, certains esthètes n'hésitèrent pas à puiser dans la gamme de ces teintes nouvelles dont la chimie moderne permit une expansion sans précédent à partir des années 1860, bouleversant dans son sillage à la fois l'industrie textile, la mode, les arts et les lettres. Il y aurait donc en quelque sorte, chez certains poètes et peintres anglais de la seconde moitié du XIXe siècle, superposition de régimes d'historicité chromatique, mêlant d'une part une fascination évidente pour les couleurs d'un autre âge et d'autre part un désir de profiter de la démultiplication des possibles terminologiques permises par l'invention de ces nouvelles couleurs. Alors afin d'explorer au mieux cette temporalité paradoxale des couleurs tantôt passées, tantôt criardes de ces esthètes tiraillés entre nostalgie et innovation chromatique, je me concentrerai ici sur une période relativement courte, les années 1860-1880, période qui correspond à l'apogée de l'esthétisme anglais en poésie comme en peinture, mais aussi à une inflation sans précédent des expérimentations et des théorisations autour de la couleur, c'est-à-dire de sa fabrication, de sa perception et même de sa dénomination, puisque sous l'effet des recherches dans le champ de la physiologie, de l'anthropologie et même de la chimie, la couleur devint véritablement, à partir des années 1860, une expérience nouvelle. Alors, chez les esthètes, cette expérience nouvelle de la couleur se décline paradoxalement au passé. Alors, pour comprendre ce rapport réminiscent à la couleur, il faut se replonger dans les écrits du penseur John Ruskin, dont les théories esthétiques ont influencé toute une génération d'artistes de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, cet auteur se fit connaître en prenant la défense du coloriste Turner dans le premier volume de Modern Painters, peintres modernes, publié en 1843. Quelques décennies plus tard, en 1878, il vint également au secours des pré-raphaélites et de leurs disciples, comme Edward Burne-Jones, dont il justifia les choix chromatiques osés dans un essai intitulé « Les trois couleurs du pré-raphaélisme ». Alors, parmi les exemples que convoque Ruskin dans ce texte, je n'en retiendrai que le plus significatif pour mon propos aujourd'hui, celui de La jeune aveugle, The Blind Girl, de John Everett Millet, qui date de 1856. Alors, ce tableau représente deux vagabondes, probablement deux sœurs, qui découvrent, chacune à leur manière, un magnifique double arc-en-ciel figuré à l'arrière-plan de la composition. Alors, si la plus jeune des deux filles est à la fois fascinée et effrayée par ce spectacle sublime, l'aveugle en fait une expérience à la fois plus apaisée et plus riche, car de nature éminemment synesthésique. On l'imagine en effet humer les odeurs de l'herbe mouillée qu'elle caresse de sa main droite. En cette toile, aux couleurs presque trop éclatantes, traduit à l'évidence une vision mystique de l'arc-en-ciel. Alors, dans son texte, Ruskin salue d'ailleurs les brillantes couleurs dites prismatiques du tableau. Mais sous sa plume, le terme prismatique a perdu son sens newtonien. Au contraire, c'est le covenant, l'alliance avec Dieu, qui est célébré. Il avait déjà décrit cet arc-en-ciel divin en ces termes dans le second volume des Pierres de Venise, Stones of Venice. Voici donc la première citation. Dans ce cercle céleste qui ceint de couleurs le front du ciel, lorsqu'il devint le signe du covenant de la paix, les pures teintes de lumière diffractée furent sanctifiées à jamais dans le cœur de l'homme. Non pas, semble-t-il, par ordonnance arbitraire, mais grâce au merveilleux agencement préalable de ces teintes selon un ordre septuple, ou plus précisément ternaire, à l'image de la nature divine elle-même. Les sept couleurs prismatiques de Newton, dont Ruskin rejetait le scientisme matérialiste, cèdent ici la place à une divine trinité chromatique. Autant qu'une dénonciation implicite de l'athéisme grandissant de ses contemporains, ce passage se donne à lire aussi comme l'une des multiples tentatives du penseur victorien pour réhabiliter la couleur, bien qu'il ne s'intéresse que très peu à la matérialité pigmentaire, trop corporelle sans doute. En effet, dès lors que la couleur se fait pigment sous sa plume, elle devient le symptôme d'un malaise, celui d'une modernité trop matérialiste, justement.
En témoigne l'épilogue du 3e volume de Modern Painters, où le pigment terre d'ombre, amber en anglais, est convoqué pour souligner l'assombrissement du monde moderne. Alors tout d'abord, il est évident que l'appellation d'âge obscur, Dark Ages, ne convient absolument pas au Moyen-Âge dans le domaine artistique. Cette époque fut au contraire un âge lumineux. C'est notre siècle qui est obscur. Cette époque fut un âge d'or, alors qu'aujourd'hui nous vivons à l'âge de l'ombre. Alors c'est très difficile à traduire, parce que c'est là où Ruskin emploie le terme de amber, donc renvoyant à ce pigment terre d'ombre. Cela est dû en partie à certaines erreurs que nous avons commises. Nous construisons des murs de briques sombres, brown en anglais, nous portons des manteaux sombres. Dans l'ensemble, notre siècle est bien plus triste que les précédents. Le Moyen-Âge a connu des guerres et des souffrances, mais également d'intenses plaisirs. Leur or était taché de sang, mais le nôtre est recouvert de poussière. Leur vie était tissée de fils blancs et pourpres, la nôtre est d'une étoffe sombre et monotone. Par opposition aux couleurs partiellement fantasmées du Moyen-Âge, la mélancolie moderne se décline ici en camailleux de brun, de gris et de noir, dont les briques sombres disent l'insupportable pesanteur. Alors à l'évidence, la couleur chez Ruskin se voit donc investie d'une mission, celle de tisser à nouveau du sens dans un monde devenu non seulement monotone, mais monochrome. Ce n'est donc pas un hasard s'il invite ses lecteurs à se tourner vers les couleurs d'un autre âge, notamment celle du gothique qu'il qualifie lui-même d'école de la couleur, School of Color. Alors cette prose très visuelle, très ekphrastique de Ruskin bercera à la fois les pré-raphaélites et leurs héritiers esthètes qui partagent son constat de laideur du monde industriel moderne, auquel ils opposent leurs utopies, médiévales d'abord, mais également antiques à partir de la fin des années 1860. Alors ces deux périodes, l'Antiquité grecque et le Moyen-Âge, font alors l'objet de multiples réappropriations idéologiques, en Angleterre comme en France. Lord Acton affirma ainsi en 1859 que, je cite, « deux grands principes divisent le monde et luttent pour le pouvoir, l'Antiquité et le Moyen-Âge, et ce grand duel traverse notre société. » Au moment où l'Angleterre victorienne entreprend de repenser la place prépondérante de son passé gothique dans l'histoire nationale, l'héritage antique se voit en effet aussi annexé au glorieux patrimoine britannique, à l'image des marbres du Parthénon conservés au British Museum. Les Victoriens se rêvent alors en toge, en glorieux héritiers de leurs ancêtres antiques, comme en témoigne la popularité, la très grande popularité des tableaux de Laurence Alma-Tadema tout au long de cette période. Alors, des auteurs comme Platon font également leur entrée dans les programmes des universités d'Oxford et de Cambridge à cette époque, mettant à mal la référence romaine trop associée à l'ennemi napoléonien. Alors, les multiples campagnes de fouilles archéologiques menées à partir des années 1870 surtout renforcent cet engouement pour une antiquité hellénique, assyrienne ou mycénienne, jugée plus originale et originelle que ce modèle romain décadent. Mais ce renouveau de temps hellénique gothique est aussi à l'origine d'un regain d'intérêt sans précédent pour l'art et l'artisanat de ces deux âges d'or dont les artistes victoriens louent la richesse créative par opposition à l'appauvrissement esthétique et à l'aliénation induite par les nouveaux systèmes de production imposés aux ouvriers modernes. La couleur joue un rôle clé dans cette double construction artistique et idéologique. Ruskin encourage ainsi les jeunes architectes à s'inspirer de la polychromie des cathédrales gothiques afin de renouer avec les couleurs riches et symboliques des romans historiques de Walter Scott, décrivant une Angleterre médiévale, solidaire et joyeuse, qu'on appelait à cette époque Merry England. Ainsi, la firme de William Morris, baptisée Morris & Company, décrivant une Angleterre médiévale, baptisée Morris & Company, se met à produire à partir de 1861 de très nombreux objets d'art d'inspiration médiévale aux couleurs chatoyantes, tels que des textiles ou des vitraux comme ici, avant de se lancer dans la fabrication de ces papiers peints dont les motifs sont encore très populaires en Angleterre aujourd'hui. De même, à la grande sculpture antique, dont la tradition néoclassique avait loué la blancheur immaculée, certains artistes victoriens vont dès lors préférer les œuvres polychromes mineures, comme ces petites tanagras en terre cuite, découvertes en Béotie dans les années 1870, et auxquelles des esthètes comme Albert Moore ou même James McNeill Whistler rendent hommage dans leurs œuvres, comme vous pouvez le voir ici.
Les poèmes de Maurice sont également ponctués de descriptions d'objets rares tels que des jarres, des tissus ou des statuettes aux couleurs souvent éclatantes. Dans son poème The Life and Death of Jason, publié en 1867, il célèbre la riche matérialité chromatique d'un passé antique idéalisé, brillant d'or, de bleu et de cinabre, gleaming with gold, blue and cinnabar. Alors comme dans ce tableau à la fois grec et japonisant du peintre esthète Frederick Sands, inspiré justement par le poème de Morris, l'or joue en effet un rôle central dans l'économie chromatique de ce poème, où le terme gold est très souvent placé à la rime, une place essentielle dans un poème, en écho non seulement à old, ancien, mais aussi à hold, comme ici, dans la petite citation que j'ai, très courte, que j'ai incluse. The best of all my treasure house does hold, fair linen, scarlet cloth and well-wrought gold. Donc vous voyez ici l'association de gold et hold qui semble signifier cette nostalgie pour un passé stable par opposition à une modernité jugée plus fugace. Alors Morris se passionnait en effet pour l'artisanat florissant de ces périodes révolues. Sa poésie narrative, mêlant souvent sujets antiques et diction médiévale, fait la part belle à cette culture matérielle qui rendait heureux à la tâche les artisans des guildes, tout en embellissant le quotidien des hommes et des femmes du Moyen-Âge, dont cette belle Iseux est un reflet éclatant. Alors de même, dans le prologue du Paradis terrestre, publié en 1868, Morris joue, comme Ruskin, des contrastes entre passé et modernité, de façon à mieux célébrer la créativité des artisans du XIVe siècle. Je vous lis cette citation. « Oublie les 6 comtés enveloppés de fumée et rêve de Londres, petite ville propre et blanche, la Tamise claire et bordée de verts jardins. Pense que sous le pont, les clapotis de vertes vagues battent des quilles transportant des jarres pointues que des mains grecques se sont efforcées d'emplir. Des précieuses et rares épices de mer lointaine, des tissus d'or de Florence et des nappes d'Ypres, et des tissus de Bruges et des barils de Guyenne, pendant que tout près du quai Bondé, la plume de Geoffrey Chaucer se meut sur des inventaires de cargaison. » Alors de cette utopie complètement pré-écologiste, la référence à Geoffrey Chaucer n'est évidemment pas anodine, car ce poète médiéval fut un témoin privilégié de cette culture matérielle florissante en tant qu'administrateur des douanes du port de Londres. Alors, ces écrits sont d'ailleurs ponctués de références chromatiques innombrables, y compris aux matières colorantes organiques si essentielles à l'industrie textile de l'époque, comme la garance, la gaude ou la guède. Alors, bien que souvent opposés, ces modèles helléniques et médiévaux sont donc érigés par les esthètes en contrepoint polychrome de la noirceur du monde industriel. Cette entreprise de recolorisation réminiscente ne fut cependant pas le seul apanage des cercles d'érudits et d'esthètes. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, les couleurs chatoyantes d'un passé tant médiéval qu'antique s'imposent en effet progressivement à un public de plus en plus large grâce à l'invention d'une nouvelle technique d'impression en couleurs que Philippe Walter évoquait tout à l'heure, la chromolithographie, qui permet une diffusion plus grande de cet héritage polychrome culturel. Donc cette technique privilégiant les aplats de couleurs était particulièrement adaptée à la reproduction des vitraux et des pavages. Les chromolithographies réalisées par Owen Jones sont à cet égard tout à fait révélatrices. Alors, cet architecte, qui influença beaucoup William Morris, recourut à ce nouveau procédé lors de sa collaboration avec Henry Now Humphreys, dont il colorisa The Illuminated Books of the Middle Ages en 1849, dont voici le frontispice. Mais ce grand chromophile fut surtout l'artisan de la mise en scène polychrome de la Great Exhibition, la première grande exposition internationale organisée au Crystal Palace de Londres en 1851. Alors, afin de défendre son projet de reproduction en couleur de la frise du Parthénon pour la cour grecque de l'exposition, Jones se serait d'ailleurs appuyé sur les recherches de l'architecte franco-allemand Jacques-Ignace Hittorf, qui fut l'un des fervents défenseurs de la polychromie antique. Et Hittorf avait lui-même salué en ces termes l'innovation chromolithographique. Je cite « Cet art semble avoir été inventé tout exprès pour permettre la reproduction complète du nouvel élément de la polychromie appliqué à l'architecture et à la sculpture. » Alors on le voit bien dans cette citation très intéressante que les nouvelles couleurs sont mises au service des anciennes.
Alors pourtant, ces reconstitutions polychromes, qu'elles soient antiques ou gothiques, furent loin de faire l'unanimité. Alors de même que les reproductions chromolithographiées de temples grecs ou d'enluminures médiévales furent souvent jugées vulgaires, trop populaires, en raison de leur couleur trop criarde, l'insistance des esthètes sur les potentialités chromatiques de l'Antiquité grecque comme du Moyen-Âge semblait difficilement conciliable avec la récupération idéologique dont ce double héritage faisait alors l'objet. Alors, dans le cas de la polychromie antique, certains conservateurs du British Museum entreprirent, par exemple, à la fin des années 1850, d'effacer à l'acide les traces de couleurs relevées sur les marbres du Parthénon, car celles-ci mettaient en question l'intégrité du modèle grec dont l'historien de l'art Winckelmann avait célébré la blancheur immaculée au siècle précédent. Alors, concernant les couleurs médiévales, les enjeux diffèrent quelque peu. Alors, si la recolorisation du gothique témoigne à l'évidence d'un désir de revaloriser une partie du patrimoine national, ces couleurs gothiques, furent néanmoins parfois perçues comme un dangereux témoignage d'un passé papiste, dont le mouvement anglo-catholique d'Oxford, The Oxford Movement, des années 1830-1840, venait à nouveau d'agiter le spectre, en entraînant une vague de conversion au catholicisme au sein de l'Église anglicane. Alors on comprend mieux dans ce contexte la réception mitigée des écrits d'Auguste Pugin, cet architecte chargé de la redécoration de Westminster après l'incendie des chambres du Parlement en 1834. Et voilà, c'était une figure très très influente à cette époque, mais qui se convertit au catholicisme en 1834 justement, afin de pourfendre quelque part ce que Michel Pastoureau a appelé le chromoclasme de la Réforme. Chromoclasme auquel Pugin souhaitait opposer le faste de la pourpre cardinalis, de façon à renouer avec des formes de rituels mises à mal par l'athéisme grandissant de ses contemporains. Alors, ce goût d'un cérémonial chatoyant, catholicisant, est par exemple au cœur de son ouvrage consacré aux vêtements ecclésiastiques intitulé A Glossary of Ecclesiastical Ornament and Costume, publié en 1844, et richement illustré, là encore, de planches chromolithographiées. Alors, en dépit des critiques qu'ils purent susciter, ces excès polychromes, qu'ils soient antiques ou gothiques, enthousiasmèrent les esthètes à partir des années 1860. Alors, les couleurs papistes sont, par exemple, très présentes chez Morris et Burne-Jones, qui, avant de se tourner vers la création artistique, avaient tous deux envisagé une carrière de théologien dans le sillage, justement, de ce mouvement d'Oxford que j'évoquais à l'instant. De même, la désacralisation de la blancheur hellénique trouve un écho chez ces auteurs qui décrivent souvent dans leurs poèmes et dans leurs tableaux des statues de marbre qui se colorent en revenant à la vie. J'y reviendrai dans un instant. Et dans ses Greek Studies, donc ses études sur l'art grec, un autre esthète, Walter Pater, se passionne également pour les couleurs orientales de Dionysos, qui viennent parasiter la blancheur apollinienne, en écho justement à tous ces témoignages archéologiques attestant la polychromie antique. Rejetant les conceptions monochromes de l'antique et du gothique, les esthètes rivalisent donc d'excès chromatiques. Ce qui m'amène à mon second point consacré à la réception mitigée des expériences osées menées par ces poètes et ces peintres en matière de couleurs. Alors, ce parti pris de la couleur dissidente se reflète de leur participation inattendue aux débats de spécialistes, par exemple autour du vocabulaire chromatique antique, dont le futur Premier ministre William Gladstone avait souligné en 1858 la prétendue pauvreté. Alors, cette théorie, généralement décrite comme celle du daltonisme des Grecs, explore ce que Gladstone appelle les signes d'immaturité chez Homère. Alors, selon lui, les Grecs de cette période, plus sensibles à la lumière qu'à la couleur, ne savaient distinguer que le blanc, le noir, le jaune, le rouge, le violet et l'indigo. Gladstone en conclut que, je cite, « l'organe de la couleur et ses impressions n'étaient que partiellement développés chez les Grecs de la période héroïque. Homère semble avoir eu, premièrement, une conception assez primitive de la couleur, dérivée des 4 éléments, puis et surtout un système chromatique fondé sur l'obscurité et la lumière. » Alors, certains esthètes furent intrigués par cette théorie. Ce fut notamment le cas de John Addington Symonds, qui, dans une lettre à sa sœur, datée du 8 décembre 1865, relate une conversation au sujet des couleurs de l'Iliade entre son père, médecin et hellénophile convaincu, Gladstone lui-même, le poète Tennyson et le sculpteur Thomas Warner.
Voici ce qu'ils se dirent. Donc, glaucopis, Tennyson traduisit par aux yeux gris, dans le sens shakespearien de aux yeux bleus. Gladstone affirma que la traduction devait être aux yeux clairs. Selon lui, Homère ne connaissait rien aux couleurs. L'œil humain n'avait pas encore appris à les distinguer. On s'interrogea alors si ce n'était pas plutôt que la terminologie chromatique n'était pas suffisamment évoluée. Mais Gladstone préférait penser que c'est le sens de la vue qui n'avait pas été éduqué à percevoir les couleurs. Pas de vert dans Homère. Et porphyréos signifierait simplement sombre. À rebours de la théorie de Gladstone, Symonds défend au contraire dans un essai intitulé The Color Sense and Language l'hypothèse d'une terminologie différente pour les couleurs chez les Grecs. Donc le sens de la couleur ne saurait être jugé à l'aune de la nomenclature chromatique. La population d'une société primitive peut tout à fait être sensible à la couleur, car leur sens fonctionne parfaitement, sans pour autant avoir de nom pour désigner toutes les variantes de teintes. Cela est dû principalement au fait que les couleurs ne relèvent pas de l'utile. Alors, cette citation fait écho aux théories du psychologue britannique Charles Grant Allen dans Le sens de la couleur, The Color Sense, donc le titre est très proche, publié en 1879 et où se trouve privilégiée une approche culturelle de la terminologie des couleurs, rejetant la part des facteurs biologiques de leur perception. Alors, en défendant, comme Grant Allen, le caractère culturellement déterminé de la terminologie chromatique, Symonds rejette donc la théorie du daltonisme des Grecs. Ce positionnement osé se reflète dans d'autres essais, ainsi que dans sa propre poésie, où il s'insurge contre les tentatives de décoloration de l'héritage antique. Alors, le terme whitewash, signifiant blanchir à la chaux, apparaît par exemple à 2 reprises dans ses écrits sur les poètes grecs, en écho à la fois au refoulement de la polychromie des fresques médiévales, qui furent parfois recouvertes d'un badigeon de chaux à des époques plus tardives, mais aussi aux pratiques de nettoyage quelque peu excessives menées au British Museum sur les marbres du Parthénon et que j'évoquais tout à l'heure. La matérialité de la couleur joue donc un rôle prépondérant, ici encore, dans la réception de la polychromie antique. Alors, ce refus de la décoloration des arts tout autant que des textes antiques qu'expriment certains esthètes pourrait s'expliquer par le fait que la couleur est dans leurs poèmes comme dans leurs tableaux associée à la vie autant qu'au désir. D'où la popularité à cette époque du mythe de Pygmalion, qui dit le passage de l'ivoire ou du marbre à la chair. Alors, par exemple, dans ce tableau de 1868, intitulé La femme de Pygmalion, une traduction du grec, le peintre esthète J.F. Watts imagine, à partir d'une recolorisation fantasmatique des marbres d'Arundel conservés à l'Ashmolean Museum d'Oxford, l'incarnation de Galatée, donc la statue dont Pygmalion est tombé amoureux. Mais le choix du terme traduction pour le sous-titre évoque également la littérature et le mythe ovidien à l'origine de cette histoire reprise au XIXe siècle par de très nombreux poètes comme Théophile Gautier ou Swinburne. Alors, si la couleur est vie, le blanchiment s'apparenterait au contraire à un processus mortifère. Aussi, Swinburne dénonce-t-il les traductions latines de Sappho qu'il juge sans couleur et exsangues. Les termes qu'il emploie sont colorless and bloodless. Par opposition justement à sa propre paraphrase saphique, en quête toujours du poikilos, qui signifie en grec bigarrure ou multicolore. Alors dans son poème Anactoria, la muse de Lesbos est ainsi célébrée comme, je cite pour une fois en anglais, A mind of many colors and a mouth of many tunes and kisses, en écho au premier vers de l'ode à Aphrodite de Sappho, où l'esprit de la déesse Aphrodite est décrit comme multicolore, en grec poikilotron. Donc on retrouve le poikilos grec. Alors cette question de la traduction problématique des couleurs matérielles du monde grec reflète le refus des esthètes d'une approche purement philologique au profit d'une appréhension sensorielle, voire sensuelle des textes et des œuvres, qui est au fondement justement de la critique esthétique. Or, Pater, que j'évoquais tout à l'heure, invite ainsi son lecteur à retrouver l'aura chromatique perdue de ces marbres antiques tristement transplantés dans nos musées modernes. Donc tout l'univers noir et gris qui nous reste de la sculpture antique doit être retraduit, en anglais « translated back », en ivoire et en or, si nous voulons ressentir l'exaltation que le grec semble avoir éprouvée en présence de ces objets. Nous devrions essayer d'estomper l'air trop intellectuellement grisâtre de nos galeries et de nos musées. La sculpture grecque ne pouvait être froide, quelle que soit l'opinion d'une critique aveugle à la couleur. Et en anglais, on a « colorblind skull ». L'expression « translated back » propose ici
encore un retour aux originaux en couleur. On notera aussi l'ambiguïté volontaire de l'expression « colorblind school », que l'on peut comprendre à la fois comme l'école qui a popularisé la théorie du daltonisme des Grecs, c'est-à-dire celle de Gladstone, que je décrivais tout à l'heure, et comme l'école daltonienne, c'est-à-dire aveugle à la beauté polychrome grecque. Mais en défendant la perception des Grecs, les esthètes couraient également le risque d'être accusés de déviance perceptive similaire. Pater eut beau défendre, comme Swinburne et Symonds, la richesse de la poikila ou bigarrure antique, le magazine satirique Punch ne se priva pas de caricaturer les esthètes en daltoniens, comme ici, dans cette illustration datée du 10 février 1877 et intitulée Modern Aesthetics, où se trouvent dénigrés les travers d'un dandy poseur et efféminé qui se dit colorblind, justement, alors qu'il s'extasie à la vue d'un tableau du fictif primitif italien Fra Porcinello Barbarigiano, que les autres spectateurs jugent horriblement laid. Alors l'orthographe de color, que vous voyez écrit ici, C-U-2-L-A-H, a son importance puisqu'il s'agit d'une transcription phonétique d'un accent snob qui vise à dénoncer la posture élitiste de tous ces esthètes déviants qui ont pour la plupart fait leurs études à Oxford. Donc, à la fin du XIXe siècle, l'obsession de la norme perceptive infléchit en effet tous les débats anthropologiques. Aux discussions scientifiques autour de la perception des couleurs s'ajoute une injonction morale à discipliner les sens, à en réprimer les excès, notamment chromatiques, qui menacent à la fois l'ordre sensoriel et l'ordre social. Les déviances perceptives sont donc analysées comme autant de symptômes de ces perversions sexuelles que le discours médical entreprend alors de traquer. Ainsi, certains médecins et psychologues de l'époque affirment que des maladies vénériennes comme la syphilis entraîneraient une inflammation de l'iris affectant la perception des couleurs. De même, l'esthète, déjà daltonien, est jugé efféminé. Dans son étude consacrée à l'homosexualité, le médecin et psychologue Henry Havelock Ellis compare explicitement l'inversion sexuelle à une forme de daltonisme, en s'appuyant de manière significative sur les recherches de son ami, le poète Symonds, que je citais tout à l'heure, qui figure comme l'un des cas de son analyse. Alors, Symonds comparait l'inversion sexuelle au daltonisme. De même qu'un daltonien moyen est congénitalement insensible à ces rayons rouges et verts qui sont précisément ceux qui frappent le plus un œil normal et accordent plus d'importance aux autres couleurs, jugeant par exemple que le sang est de la même couleur que l'herbe, de même l'inverti ne perçoit pas les valeurs émotionnelles pourtant évidentes pour des personnes normales. Symonds avait en effet lui-même proposé ce parallèle afin de défendre sa perception différente du monde, qu'il rapproche ainsi implicitement de celle des Grecs, qui, bien sûr, toléraient l'homosexualité, contrairement à ses contemporains victoriens. Si certains poètes comme Symonds osent revendiquer ouvertement leurs différences perceptives au nom de désirs interdits, les excès chromatiques des esthètes n'en demeurent pas moins la cible favorite de leurs détracteurs. Par exemple, le critique Robert Buchanan, dans une diatribe virulente contre la poésie dite incarnée, fleshly, de Swinburne, Rossetti et Morris, associe couleur et exhibitionnisme, prenant l'exemple de ces prostituées au visage fardé qui peuplent autant les poèmes de Rossetti que le bal m'habille dans le Paris de l'époque où Buchanan juge que les esthètes ont puisé leur inspiration licencieuse. Alors pour Buchanan, comme pour le poète lauréat Alfred Lord Tennyson, le poison esthétisant était en effet d'origine française. Je vous disais en introduction que Swinburne avait importé les idées de Théophile Gautier en Angleterre. Eh bien, Tennyson décrit l'esthétisme anglais comme, je cite, « a poisonous honey stolen from France », donc un miel empoisonné volé de France, distillant les germes d'immoralité auprès de la saine jeunesse britannique. Alors le terme de poison est loin d'être anodin ici, puisqu'il suggère de manière à peine voilée que les écrits déviants des esthètes devraient être interdits en vertu d'une nouvelle loi, la loi de Lord Campbell, The Obscene Publication Act, votée en 1857 à l'encontre des écrits dits obscènes ou pornographiques et stigmatisés comme, je cite, c'est dans le texte de la loi, comme un poison plus mortel que l'acide prussique, la strychnine ou l'arsenic. Alors, le premier recueil de Swinburne, Poems and Ballads, publié en 1868, fut d'ailleurs préventivement retiré de la vente afin de ne pas tomber sous le couperet de cette loi.
Plusieurs critiques, comme ici John Morley, avaient en effet décelé sous la plume du jeune poète la tentation de l'orgie dionysiaque. Alors je cite, « Mais le nouveau recueil montre de manière plus évidente encore à quel point l'esprit de M. Swinburne est différent de ceux des poètes grecs. Leur qualité la plus remarquable est leur modération scrupuleuse et leur sobriété en matière de couleur. » Et on retrouve encore ici les théories de Gladstone. Les poèmes de M. Swinburne sont au contraire une orgie de couleurs des plus criardes et des plus chaudes. Il est comme un compositeur qui ne composerait son orchestre que de trompettes, ou comme un peintre qui refuserait toute autre couleur que le rouge éclatant ou le vert d'un fruit aigre. Alors ici encore, l'excès chromatique fait figure de symptôme de déviance dionysiaque, tout autant que le mélange anarchique des sens. Alors, la question du daltonisme est ainsi liée à celle de colored hearing, ou synesthésie. Havelock Ellis évoque d'ailleurs cette confusion sensorielle dans son analyse de l'homosexualité de Simmons. Nous pouvons également comparer, nous dit-il, l'inversion à un phénomène comme l'audition colorée, qui produit des associations nouvelles et involontaires. De même que le synesthète associe des couleurs et des sons, de même, l'inverti ressent un désir sexuel en lien avec un objet qui ne devrait pas, normalement, susciter d'attrait sexuel. Alors, si la synesthésie existe sans doute depuis Homère, c'est grâce aux recherches de Francis Galton sur l'audition colorée en 1883 qu'elle devient véritablement un objet d'étude scientifique. Mais en dépit de cette convergence fin de siècle entre l'imaginaire plurisensoriel d'artistes avant-gardistes et cet intérêt nouveau pour les modalités complexes de la perception, la synesthésie, pourtant affaire de lien et de correspondance, apparaît durant cette période comme un objet de dissension entre scientifiques d'une part et poètes et peintres d'autre part. Pater invite ainsi son lecteur au dérèglement sensoriel afin de désintellectualiser et démultiplier l'émotion esthétique. La conclusion de ses essais sur la Renaissance fait ainsi l'apologie de ces odeurs et couleurs étranges que l'esthète ressent lorsqu'il contemple une œuvre belle. Donc, tandis que tout fuit sous nos pas, pouvons-nous faire mieux que nous rattacher à toute passion exquise, à toute connaissance qui semble pour un instant élargir l'horizon et libérer l'esprit, à tout ce qui émeut nos sens. Couleurs étranges, donc en anglais on a un redoublement, strange dyes, strange colors, odeurs curieuses, œuvres de la main des artistes ou visage d'un ami. Alors, la première version de ce passage, incluse justement dans un essai sur William Morris, qui expliquerait peut-être la référence au colorant, dyes, montre que Pater avait envisagé à l'origine d'écrire strange flowers, fleurs étranges, à la place de strange colors, en hommage justement aux fleurs du mal de Baudelaire, le poète des correspondances. De même, dans ce manuscrit de l'élégie Ave ad Valle, composé par Swinburne après l'annonce, alors certes prématurée, de la mort de Baudelaire, les parfums, saveurs et ombres se répondent en quelque sorte, puisque si vous le voyez bien en jeu des ratures ici, qu'il y a une sorte d'interchangeabilité de toutes ces sensations. Hein. Scent, savor, shade et scent sont considérés comme totalement interchangeables. Donc, tous les sens et les arts sont également représentés dans ce tableau d'Edward Burne-Jones, inspiré du poème Laus Veneris, l'éloge de Vénus de Swinburne, et par le Tannhäuser de Wagner, que Baudelaire admirait tant. Burne-Jones associe dans cette toile très éclectique musique, peinture, poésie et même tapisserie, art médiéval qu'il aimait à pratiquer. Alors, ce tableau est l'un de ses plus colorés, mais également l'un de ses plus sensuels. Vénus, vêtue d'une robe rouge moirée, suffoque en écoutant le chant de ses dames de compagnie. Alors, à la vue et à l'ouïe s'ajoute l'odorat, la rose fanée au pied de la déesse, mais aussi le toucher, figuré par les gestes délicats des jeunes filles, tout autant que par celui de Vénus, qui se caresse les cheveux ici. Donc la sensation du goût qui n'apparaît pas dans ce tableau est au contraire très présente dans le poème de Swinburne, où la divinité païenne est systématiquement mordue par ses amants, parce qu'il y a vraiment une érotique du cannibalisme chez Swinburne. Donc l'esthétisme repose donc sur une synesthétique, en quelque sorte, que les détracteurs du mouvement s'empressèrent d'analyser comme la manifestation sensuelle de leur esprit déviant. Alors cette obsession de la déviance perceptive s'accroît dans les années 1880-90. Alors l'ouvrage intitulé Dégénérescence de Max Nordau est sans conteste l'un des textes phares de cette pseudoscience dite pathographique, stigmatisant insidieusement le corps et le corpus d'artistes jugés dégénérés, comme Baudelaire et Wagner, les bêtes noires de Nordau, mais également Swinburne, que Nordau n'aimait pas du tout.
Alors, émule zélé de Cesare Lombroso, le fondateur de l'anthropologie criminelle, Nordau criminalise le geste créateur du peintre et du poète. Alors, il s'agit pour lui de juger l'homme de génie au regard de son œuvre, en quête de ces symptômes de dégénérescence dont la synesthésie fait à l'évidence partie à ses yeux, puisqu'il compare les poètes synesthètes à des huîtres ou à des phollades, c'est-à-dire des mollusques dont le siphon unique leur sert de bouche, de nez, d'œil et d'oreille. Donc, en lien avec les déviances sexuelles de ces artistes, tantôt décrits comme fétichistes, satanistes ou cannibales, Nordau s'intéresse donc à leur manière dérangée et dérangeante de percevoir et de représenter le réel. La description que vous voyez ici, qu'il propose d'un intérieur dégénéré, typique d'un intérieur d'esthète, par exemple, fait d'ailleurs la part belle à ces couleurs déviantes. Alors, je n'ai peut-être pas le temps de vous la lire en entier, mais si je reprends juste les premières lignes. Donc, le jour filtre à travers des vitraux qui représentent des saints émaciés en adoration extatique. Les murs du salon sont tapissés de gobelins vermoulus, dont un soleil de 2 siècles, ou peut-être simplement un savant bain chimique à manger les couleurs. Ou de papier peint de Morris sur lesquels des oiseaux exotiques passent légèrement dans le branchage follement entrelacé, et où de grandes fleurs lascives coquettent avec des papillons vaniteux. Alors ici, on ne s'étonnera pas de trouver mention de vitraux catholicisants, de papier peint de William Morris, ou encore un peu plus loin de ces tanagras si chers à Albert Moore et à Whistler également. Alors, l'hyperesthésie des esthètes les prédisposait donc à percevoir différemment les couleurs. Cependant, ils ne furent ni les premiers ni les seuls à oser de telles expériences chromatiques. J'en arrive ainsi au 3e point de cette présentation où je souhaiterais évoquer l'impact de certaines innovations chromatiques sur l'œuvre de ces artistes. Alors, à partir des années 1860, les Victoriens furent en effet submergés par toute une série de nouveaux colorants artificiels, dont le premier fut la mauvéine, découverte presque par hasard en 1856 par le jeune chimiste William Perkin, qui n'est plus si jeune sur le portrait que vous voyez ici, et qui pensait trouver un remède à la malaria. Alors, si l'histoire de cette invention aux répercussions sans précédent pour l'industrie textile et la mode en général est en partie connue, sa réception l'est beaucoup moins dans le domaine des arts et des lettres. Alors, soucieux de soigner l'image de son colorant, Perkin envisage pourtant de le baptiser pourpre de Tyr, afin de mieux l'inscrire en quelque sorte au sein d'une filiation mythique et antique, celle-là même dont se réclamaient les esthètes. Mais le chimiste finira par opter pour le terme mauve en hommage à la mode de Paris. Alors, la réaction des esthètes fut d'abord mitigée à l'égard de cette mauvéine et de ces nouveaux colorants d'aniline et d'alizarine inventés dans son sillage. Le terme mauve mit d'ailleurs du temps à faire son entrée dans le lexique des poètes. On le trouve davantage mentionné chez des auteurs plus décadents de la fin du siècle, comme George Moore ou Olive Custance, que chez des esthètes pourtant contemporains de cette innovation. Alors, Symonds l'évoque cependant dans son essai sur la couleur, celui-là même où sont discutées les thèses de Gladstone. Voici ce qu'il nous dit. Donc, grâce au progrès de la civilisation, la nomenclature chromatique s'est enrichie. Nous parlons aujourd'hui de couleurs rose, lilas, mauve, donc en français dans le texte, magenta, citron, faune, colombe, pan, gris de perle, recourant toujours à des métaphores empruntées aux objets de la nature. Le développement du commerce du textile et du mobilier a rendu ce langage courant. La littérature a évolué vers une phase plus descriptive et picturale. La science s'intéresse désormais à la valeur de chaque couleur pour distinguer entre les substances et analyser les différents tissus. Alors, sous la plume d'Oscar Wilde, on note également une fascination certaine pour toutes ces nouvelles teintes. Dans sa pièce de 1889 intitulée « L'importance d'être constant », il évoque par exemple les potentialités synesthésiques du mauve, qu'il associe à des notations musicales. Alors, il utilise l'expression « mauve Hungarian music ». Alors qu'un an plus tard, dans le portrait de Dorian Gray, le mauve devient au contraire une couleur trompeuse dont les femmes aiment à se parer. « Never trust a woman who wears mauve ». Donc une ambiguïté similaire caractérise le traitement de cette couleur de la presse de l'époque qui se fait l'écho à la fois de ce phénomène de mode et des peurs qu'il suscite. En août 1859, un article du magazine satirique Punch, toujours le même, compare cette nouvelle couleur à une maladie rebaptisée The Mauve Measles, c'est-à-dire la rubéole mauve, qui menace de contaminer l'ensemble de la société. Alors l'invention a beau être anglaise, le succès de cette couleur, chère à l'impératrice Eugénie,
explique pourquoi Punch l'associe systématiquement à une forme de corruption étrangère. Une couleur française, donc, et qui plus est catholicisante. Donc, dans un autre texte de 1859, ce mauve, qui évoque dangereusement la pourpre papiste, est en effet qualifié de puséite. Alors, allusion à Edward Bouverie-Puset, ce théologien qui fut l'un des fers de lance de ce mouvement d'Oxford, de cette dissidence ritualiste du mouvement d'Oxford que j'évoquais tout à l'heure. Alors, cette rhétorique de la contagion aux accents francophobes que déploie Punch à l'égard de la mauvéine fait donc curieusement écho aux accusations formulées par ce même magazine à l'encontre des couleurs déviantes, d'esthètes dont on a pu voir qu'ils étaient tout à la fois amateurs de poésie française et sensibles au faste du rituel catholique. Donc, Oscar Wilde se convertira bien évidemment aussi au catholicisme. Puis, à partir des années 1870, à la suite de la découverte très médiatisée de traces d'arsenic dans du magenta, les colorants d'aniline, dont les applications médicales seront pourtant nombreuses, furent accusés d'empoisonner non seulement les vêtements qu'ils servaient à teindre, mais également l'environnement des ouvriers, voire la nature dans son ensemble, puisque les molécules d'aniline entraient aussi de la composition de certains pesticides, dont les plus connus, à l'époque victorienne, portaient le nom de London Purple ou Paris Green. Alors, les controverses autour de la toxicité de ces nouvelles couleurs ne sont pas sans rappeler, là encore, ce poison venu de France, colporté par les esthètes et dénoncé comme tel, on l'a vu, par Lord Campbell et Tennyson. Alors, Oscar Wilde jouera d'ailleurs de cette toxicité chromatique dans un essai intitulé Pen, Pencil and Poison, en hommage à une citation de Swinburne d'ailleurs, et publié en 1889 avec le sous-titre Étude en vert, A Study in Green. Le vert aurait en effet été la couleur favorite du poète et peintre Thomas Griffith Wainwright, dont vous voyez ici un autoportrait, et dont Wilde relate les exploits criminels dans cet essai biographique. Alors, Wainwright fut l'un des faussaires et empoisonneurs les plus célèbres du début du XIXe siècle. Et selon Wilde, qui le compare à Baudelaire et Gautier, Wainwright avait des goûts très éclectiques, puisqu'il aimait autant lire Chaucer, le poète médiéval, qu'admirer des vases grecs, ainsi qu'en témoigne cette description de la bibliothèque de l'artiste, qui annonce étrangement, je trouve, celle de Nordau que j'évoquais à l'instant. Donc, sur la table, un livre d'heures, elle est très longue, donc je l'ai coupée, sur la table, un livre d'heures dans une couverture de vermeil massif, élégamment ciselé et garni de petits brillants et rubis. De sombres bronzes antiques contrastent avec la pâleur de deux nobles crucifix, l'un d'ivoire, l'autre en cire modelée. Il a ses plateaux de pierreries de Tassis, sa mignonne bonbonnière Louis XIV avec une miniature par petits taux, ses coûteuses théières en biscuits bruns et travaillées à filigrane, son buvard en maroquin couleur citron et sa chaise vert pomone. Alors, la mention du fauteuil vert pomone, pomone green, à la fin de cette citation a son importance. Ce vert pomme que l'on retrouve chez Jane Austen fut en effet la couleur favorite de Wainwright, qui n'ignorait certainement pas qu'elle était fabriquée à base d'arsenic. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on arrêta très rapidement de la produire. En effet, l'éclat enjôleur de ces teintes à la fois anciennes et nouvelles que Wilde évoque dans sa description que je viens de vous lire pointe vers une matérialité chromatique dangereuse, à l'image justement de la strychnine ou de l'arsenic qui furent justement les poisons employés par Wainwright pour tuer ses victimes. La dangerosité et l'instabilité de ces nouveaux colorants qui se multiplièrent à partir de la seconde moitié du XIXe siècle expliquent pourquoi certains esthètes choisirent aussi de se détourner de ces nouvelles teintes. C'est le cas en particulier de Morris qui, à la suite de ses découvertes, commença à infléchir son discours sur la couleur. L'évolution de sa terminologie chromatique est à cet égard plutôt révélatrice. Alors, dans son premier recueil poétique, La Défense de Guenièvre, publié en 1858, l'altération des couleurs était le signe plutôt d'un appauvrissement vital. Comme ici, dans ce poème illustré par Rossetti, je cite « Dans un coffre bleu et or, elle garde toutes mes larmes. Mes yeux ne sont plus bleus comme jadis. Oui, ils sont devenus gris avec le temps, plus petits et secs. Je suis si faible désormais, si seulement je pouvais mourir. » Mais à partir des années 1870, Maurice s'attache au contraire à dénoncer les nouveaux colorants, car figés dans une brillance trompeuse et éphémère, et qui plus est fabriqués à base de goudron de houille, c'est-à-dire des rebuts polluants de l'industrie lourde. Voici ce qu'il nous dit au sujet de ces colorants.
Donc ces matières colorantes, découvertes grâce au génie d'infatigables chimistes et que l'on connaît sous le nom de colorants d'aniline dérivés de goudron de houille, donnent des couleurs plus vives et éclatantes que les anciennes teintures. Sans aucun doute, il s'agit là d'une splendide invention. Sauf qu'elles ont un défaut. Toutes ces couleurs sont absolument hideuses, alors que les anciens colorants étaient beaux. Il nous faut donc reléguer ces nouvelles teintes dans un musée de curiosité scientifique et revenir en matière de pratique tinctoriale, non pas peut-être au temps des pharaons, mais au moins à celui de Tintoret. Je vous invite à méditer cela, car c'est de ce genre d'oppression dont souffrent aujourd'hui les arts mineurs. Donc aux remarques ironiques succède ici une rhétorique très politisée, Maurice enjoignant ses auditeurs de la ville industrielle de Birmingham à se libérer de l'oppression de l'idéologie progressiste afin de renouer avec les couleurs stables d'antan. Au nouveau colorant éclatant, Maurice va donc progressivement préférer des teintes passées, moins vives certes, mais témoignant d'une histoire et reflétant la patine du temps. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc, comme tous les colorants, ils ne sont pas éternels. Le soleil qui les éclaire et les magnifie les consume également, mais de manière graduelle et souvent douce, comme vous pourrez le voir par vous-même si vous allez admirer les tapisseries gothiques qui se trouvent à Hampton Court. J'ai mis un exemple de cette tapisserie qui est techniquement plus Tudor que gothique, mais voilà. Donc, ces couleurs qui s'affadissent sont toujours aussi belles et jamais, même après des siècles d'usure, n'atteindront-elles ce stade de laideur livide qui caractérise nos colorants commerciaux si néfastes. Aussi, Maurice entreprend-il alors de relire à la fois les herbiers du Moyen-Âge et l'histoire naturelle de Pline afin de mieux comprendre les recettes de couleurs antiques ou médiévales dont il discute les propriétés avec son ami Thomas Wardle, avec lequel il fonde une teinturerie artisanale sur le site de l'abbaye médiévale de Merton au sud de Londres. Alors Maurice est en effet cet autodidacte de la couleur réminiscente, soucieux de renouer avec des pratiques colorantes ancestrales. Alors de même, le peintre William Holman Hunt, qui fut l'un des membres fondateurs de la confrérie pré-raphaélite et que Philippe Walter évoquait dans son cours, fit appel à Maurice pour obtenir des échantillons de tissu teint à l'aide de procédés naturels, pour dénoncer, dans une conférence importante, ces, je cite, colorants d'aniline pestilentiels dont il craignait qu'ils ne fissent irruption sur sa palette. Alors dans ce texte, il encourage son auditoire à se replonger autant dans les poèmes de Chaucer, qu'il admirait beaucoup, que dans les recettes du chimiste George Field, qui expliquait utilement aux artistes comment fabriquer eux-mêmes leurs couleurs. Savoir-faire devenu essentiel aux yeux de Hunt pour se libérer de l'emprise d'une industrie chimique dont il n'hésitait pas à remettre en question la probité. Alors pour ses propres compositions parfois chromatiquement délirantes, comme cette Lady of Shalott, illustrant une légende arthurienne, il entreprend également de défendre son recours à des couleurs pures et traditionnelles, comme l'outre-mer, qu'il utilise en effet pour représenter cette pelote bleue, celle que vous voyez sur la gauche, ainsi que des analyses menées conjointement avec Philippe Walter ont pu le démontrer. Mais nous avons trouvé aussi des traces de couleurs bien moins naturelles et moins anciennes surtout, et parfois même dangereuses, telles que du vert émeraude, celui-là même que Hunt utilisait dans sa jeunesse et que Millet a utilisé pour la jeune aveugle. Donc un vert émeraude composé de cuivre et d'arsenic pour cette pelote verte à côté de la pelote bleue, ce qui invalide quelque peu la rhétorique du chromatisme pur et nostalgique systématiquement déployée par Hunt à partir des années 1870. Alors pour conclure, je dirais donc que le rapport à la couleur des esthètes fut des plus ambigus, hésitant entre les couleurs d'un passé idéalisé, qu'il soit antique ou médiéval, et celle de l'industrie chimique moderne, ouvrant à l'infini le champ des possibles chromatiques. Alors si les couleurs de leurs toiles et de leurs poèmes apparaissent souvent comme l'étendard éclatant de leur rejet de la noirceur du monde moderne, elles s'affadissent aussi parfois pour mieux célébrer des pratiques colorantes de périodes révolues. Dans l'œuvre des esthètes, la matérialité chromatique joue donc un rôle central. Alors qu'il s'agisse de la polychromie des tanagras, des teintes un peu passées des tapisseries gothiques, ou encore des colorants éclatants issus de la chimie moderne, ce corps de la couleur, à l'image de la Galatée de Pygmalion qui s'incarne, a ainsi offert à ces artistes autodidactes et nostalgiques des perspectives nouvelles, une manière autre, en somme, de penser la création poétique et picturale. Je vous remercie.